Et salut à tous, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo aujourd'hui? On va voir ensemble l'analyse tout simplement du BTC, Ethereum, où est-ce qu'on en est effectivement, et également on va faire le point sur IMX, qui est la crypto la mieux classée en termes de gaming. Je sais que ça m'a été pas mal demandé d'échanger autour du gaming, que ce soit mes clients, les personnes que j'accompagne en individuel, et également les gens qui regardent les vidéos. Et donc on va faire le point sur IMX qui représente, je pense, très bien le marché gaming puisque c'est le numéro un dans son secteur. Et donc on est parti juste avant ça. Bien, merci à tous ceux qui se sont abonnés et bienvenue surtout à vous. N'hésitez pas à partager le contenu et à liker, à commenter les vidéos pour me dire un petit peu ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez que j'améliore, si vous avez des idées de concepts, si vous avez des cryptos que vous voulez que j'analyse pour vous, vous me le mettez en commentaire et je le fais volontiers. Voilà. Et on est parti directement avec le BTC. Alors où est-ce qu'on en est sur BTC? Alors sur BTC, on avait déjà vu la semaine dernière que on était vraiment sur un point charnière, qu'on était en train d'arriver doucement dans les 0,38,2 du très grand mouvement, sur les 0,61,8 du petit mouvement, ici, et qu'on commençait à faire de la divergence. Donc ça restait de la divergence potentielle, hein, parce qu'on ne s'était pas retourné encore, et qu'on n'avait pas de bougie de ravalement, etc. On n'en a d'ailleurs pas fait ici, donc on n'a pas eu de signal de retournement, mais on voit quand même qu'ici, bon, on est sur un mouvement qui ralentit. Néanmoins, on a quand même ici une accélération haussière, hein, une dernière cassure haussière, mais c'est pas le cas sur le MACD. On voit que sur le MACD c'est toujours très faible, on ralentit énormément, et ça c'est vraiment pas bon signe parce que ça donne plutôt une indication comme quoi on vient chasser les gens, on vient en fait forcer les gens à arrêter de shorter, et on donne aussi beaucoup d'espoir aux gens ici. J'ai vraiment la sensation que depuis qu'on a cassé les 35 000 dollars et qu'on s'approche doucement des 40 000, qu'on donne beaucoup d'espoir aux gens et que les gens sont en train de se focaliser énormément sur les cryptos en ce moment. Depuis juste une semaine, je vois vraiment un élan, un engouement important. Et ça, il faut y faire très attention parce que généralement, quand on a un engouement important, c'est qu'on a envie de faire de la distribution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, on va faire monter les prix, on va beaucoup en parler sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Du coup, les gens qui sont un petit peu éloignés à ça, c'est-à-dire qui ont peut-être investi en 2018, 2019, 2020 et qui se sont fait défoncer parce qu'ils ont investi sur les mauvaises cryptos, parce qu'ils ont investi au mauvais moment, bah, du coup, ils ont complètement arrêté de regarder. Et maintenant qu'on commence à en reparler sur les médias, bah, ces gens-là, ils disent: oh là là, attention, ça a l'air de repartir, il faut que j'y aille. Et du coup, maintenant qu'on en parle, bah, ces gens-là reviennent. Et c'est maintenant, quand ils voient les charts, qu'ils voient des choses qui ont monté comme ça, bah, ils commencent à vouloir investir en fait. Et sauf que c'est trop tard. Et donc, c'est ces gens-là qui risquent de se faire complètement détruire parce que bah, si elles se mettent à investir là-dedans, même si ça pump un petit peu, puisqu'on voit qu'on a encore du jus sur BTC typiquement pour pump jusque là-dedans, dans cette zone de rechargement entre 48 500 et 58 000, ce qui est vraiment énorme. Mais le truc, c'est que même si demain on y allait, bah en fait, les gens qui commencent à s'y intéresser maintenant, le temps qu'ils investissent, on sera déjà à 40, 45 000, et donc ce sera beaucoup trop tard. Donc je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont en train de rentrer maintenant, déjà avec du levier, et donc on pourra avoir une correction même court terme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas remonter à 48 000, hein, juste une correction qui nous ramènerait potentiellement, bah, je vous en parlerai plus tard, mais qui va nous faire redescendre, et après on continue de remonter en fait. Ça c'est possible, donc déjà les gens qui investissent avec beaucoup de levier maintenant, je pense que c'est une grosse erreur, parce que je pense que vous risquez de vous faire sortir violemment, et ça j'en ai déjà parlé avec mes élèves en individuel. Euh, et ensuite, ceux qui veulent rentrer en tant qu'investisseurs sur BTC, bah, réfléchissez bien. Réfléchissez bien ce que vous êtes en train de faire, quelles sont les opportunités, est-ce qu'il n'y a pas des meilleures opportunités plutôt que de rentrer et de FOMO ici, alors que oui, on a un potentiel de venir là, mais déjà, si on vient ici, il faut être capable de vendre. Si vous n'êtes pas capable de vendre ici et que vous voulez vendre beaucoup plus haut, c'est cuit. Et en plus de ça, on peut à tout moment se retourner, réintégrer sous les 0,38,2 ici. Et si on réintègre en dessous, ce sera extrêmement négatif. Et là, quand je vois de la divergence comme ça me donne rien de bon pour l'instant, en tout cas à court terme. Euh, D'ailleurs, en cas de retracement, on le voit ici en daily, hein, qu'en daily, globalement, on a eu du mal à monter. On a fait une grosse poussée, et d'ailleurs, on a eu du mal à monter. Que nos creux ici sont vraiment très proches les uns des autres. Et donc ici, qu'on a énormément de creux où il y en a des stops potentiels. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez des gens qui rentrent sur le marché, ils mettent. En gros, quelqu'un qui va rentrer, je sais pas, qui va acheter, j'en sais rien, qui achète ici, il va mettre un prix de vente, imaginons là, et il va mettre un stop. Un stop, c'est-à-dire si le prix va en dessous d'un certain montant, je sors de ma position.
Et du coup, où est-ce qu'ils vont mettre leur stop? Au niveau des plus bas, c'est-à-dire soit en dessous de cette mèche, soit en dessous de cette mèche, soit en dessous de cette mèche, soit en dessous de cette mèche. Et du coup, en fonction de où les gens vont mettre le plus leur stop, en fait, la plupart vont mettre tous au même endroit. Par exemple, cette mèche rouge ici, hop, on va mettre son stop juste en dessous en se disant, en fait, il n'y a aucune chance, aucune raison que le truc redescende en dessous, parce que maintenant, c'est censé être un support. Et donc, si jamais ça vient en dessous, je considère que juste le marché sera retourné. Et donc, je préfère sortir maintenant plutôt que de sortir plus bas. Et donc, voilà comment les gens réagissent. Ok, très bien, mais du coup, s'ils font tout ça, du coup, on se retrouve avec plein de gens qui mettent des stops au même endroit, c'est-à-dire là-dedans, plein de gens qui mettent des stops ici, et du coup, ça donne une grosse option pour le marché de venir les chercher, pour les sortir. Ça permet à des grosses baleines d'acheter à leur place et ensuite de repartir. Donc attention, en cas de retournement, on peut rapidement revenir dans cette zone vers les 32-33 000 $. Je vais regarder ça plus précisément en horaire, mais voilà globalement ce que je vois. En horaire, si on regarde, en fait c'est exactement ce qu'on voit ici. Ici, on voit que effectivement, depuis les 33 197 $, donc depuis ça en fait, depuis les 33 200, même ici, on a 32 500, mais globalement ici déjà, 33 197, on voit que on a fait des creux, on voit qu'on a fait un creux, ici on a des creux, des creux, des creux, des creux, et en fait on vient jamais en dessous. Et ça c'est un problème parce que quand on vient jamais en dessous, ça veut dire que les gens qui ont acheté là, qui ont mis des stops ici, se sont pas fait sortir. Donc ils sont toujours en train de gagner de l'argent. Les gens qui sont rentrés ici et qui ont mis leur stop là, ils sont toujours en train de gagner de l'argent. Les gens qui sont rentrés ici, qui ont mis leur stop ici, sont toujours en train de gagner de l'argent. Les gens qui sont rentrés là et qui ont mis leur stop ici, sont toujours en train de gagner de l'argent. Etc., etc. Eux aussi, eux aussi, eux aussi, eux aussi. Et du coup, pour détruire ça, comment on fait pour détruire ça? C'est très simple en fait. Si on avait voulu détruire ça avant, en fait, il y a juste à faire ça. Donc on met ça en place pareil, ok. Et là, d'un coup, hop, avec cette mèche, on vient récupérer, on vient en dessous de tout ça. Du coup, ce qui fait que ceux qui ont mis leur stop ici se sont fait sortir, ceux qui ont mis leur stop là se sont fait sortir, eux aussi, eux aussi, eux aussi, eux aussi et eux aussi. Et du coup, quand on fait ça, derrière on réintègre, là on peut rentrer à l'achat, il y a très peu de gens qui auront le temps de rentrer. Et du coup, quand on explose à la hausse, tous ceux qui ont investi là, ils sont dégoûtés, parce que du coup, ils se sont fait sortir juste avant que ça pump, et dès que ça pump, ceux qui ont voulu investir là, du coup, ils se mettent à investir ici et ils se font défoncer. Donc là, c'est un des scénarios qui aurait pu arriver. C'est pas le scénario qui a été mis en œuvre, mais c'est ce qui aurait pu arriver. Donc, maintenant que c'est pas arrivé, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on a énormément de liquidité juste en dessous de ces points. Donc, juste en dessous de ça, on a beaucoup de liquidité acheteuse. Tout simplement, ici, on en a également. Ici, tac. On en a également... En fait, après, on en a tout le long, en fait. Je ne vais pas toutes les faire, mais globalement, on en a ici et là. Et du coup, on a des liquidités acheteuses. Hop. Hop, tout ici. Et donc là, on a plein de liquidités acheteuses qui n'ont pas été récupérées encore. Alors qu'à l'inverse, on avait ici des liquidités vendeuses, c'est-à-dire que ceux qui ont parié ici à la baisse, là-dedans ce range, ceux qui ont parié à la baisse, tout là-dedans, ils sont rentrés dans le marché par là, ils ont mis leur stop ici, et ils ont mis un profit par exemple ici. Et du coup, avec cette mèche, on les a sortis. Donc ceux qui ont parié ici à la baisse, se sont fait sortir. Pareil ici, ceux qui ont parié à la baisse à cet endroit, tac, on va aller chercher ça ensemble, hop, ici, se sont fait sortir également. Et donc là, maintenant, on a une dernière, puisqu'on en a toujours forcément, parce qu'on a toujours un point haut, ici. Et là également, les acheteurs, cette fois-ci, ici. Et là, ici, est-ce que... Hop, parfait. Est-ce que ici, on est allé les chercher? Pas du tout. Pour l'instant, on n'est toujours pas allé les chercher. Et même à court terme, on n'est toujours pas allé les chercher. Si on reprend à plus court terme ici, on a ce niveau, on a ce niveau, on a ce niveau. Et tous ces niveaux sont des niveaux que l'on n'est pas venu chercher. Donc pour l'instant, on a tous ces niveaux qu'on n'est pas venu chercher et on a énormément de liquidités acheteuses à venir récupérer. C'est-à-dire que si on vient maintenant
en dessous de ce creux, on va sortir des acheteurs, ici on va sortir des acheteurs, ici on va sortir des acheteurs, ici on va sortir des acheteurs. Et si le mouvement s'accélère et qu'on vient en dessous de ça, qu'on vient s'installer en dessous de ça, on peut rapidement venir chercher toute cette liquidité, et donc c'est-à-dire au moins venir là-dedans vers les 33 000 $, un peu en dessous des 33 000 $. Et ensuite, à ce moment-là, en fait, il faut refaire un point, c'est-à-dire que quand vous avez une cassure ici, réintégration, le but c'est de shorter pour revenir récupérer tous les stops. Une fois que c'est fait, et bien là on observe ce qui se passe. Une fois qu'on a cassé ça, on voit, ok, est-ce qu'on a une réintégration et qu'on a un signe de retournement? Dans ce cas, on va acheter et parier à la hausse. Si c'est pas le cas, ben on va voir comment le prix se comporte. Est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on va faire juste un range? Si on fait un range, on prend borne haute, borne basse, très simple. Dès qu'on casse d'un côté ou de l'autre, ben on peut parier dans un sens ou dans l'autre. Sauf si on a une réintégration, dans ce cas-là, on parie dans le sens inverse. Donc voilà ce que j'ai à dire pour le BTC. En tout cas, il faut faire attention parce que pour l'instant, effectivement, c'est haussier et puis il y a encore du jus pour aller plus haut. Mais à court terme, je pense qu'on est quand même proche d'avoir une chasse à la liquidité. Je vois beaucoup de gens qui commencent à parier sur les cryptos un peu aléatoirement. Et du coup, ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'on aille chasser tout ça au moins en dessous des 35 500, voire carrément en dessous des 33 000. Par rapport à aujourd'hui, ça pourrait nous faire une baisse entre moins 4% et moins 11% minimum sur BTC pour les prochaines heures, les prochains jours. Concernant ETH, j'ai pas grand chose de plus à dire en fait. C'est-à-dire que ETH, on a ici, on avait ici la borne haute, borne basse. Bon, on a cassé la borne haute, derrière on a réintégré, on a trouvé du support et maintenant on se remet à pump. On se remet à pump et on a beaucoup de liquidité au-dessus de ce point. Donc ça me paraît un petit peu bizarre qu'on ne soit pas venu récupérer les stops au-dessus de ce point. Donc ça m'étonnerait vraiment pas que dans les prochaines heures, prochains jours, on vienne quand même récupérer ça, minimum. Et après, si on veut se retourner, on peut se retourner hein, sans problème. Mais ça m'étonnerait vraiment pas qu'on ait ça sur Ethereum. Et d'ailleurs, si BTC temporise, ça peut être une super opportunité pour qu'Ethereum vienne récupérer ça. Et si vous voyez qu'on vient récupérer les stops au-dessus et qu'ensuite on commence à faiblir ou qu'on crée un range, n'hésitez pas à zoomer sur des timeframes plus petites, comme par exemple en 1 heure. Et on vient regarder tout simplement ce qui se passe, hop, ici. Et en gros, l'objectif, ce sera de regarder, donc on a dit qu'on avait de la liquidité au-dessus de ce trait blanc. Si jamais on voit un cours qui fait ça, hop, et ensuite qui réintègre, et qu'on casse borne haute, borne basse, qu'on casse la borne basse, ce sera une parfaite opportunité de shorter et de venir récupérer tous les stops. Et les stops, pour le coup, là, on en a moins, puisqu'on est quand même sur un truc qui commence à descendre, mais on peut potentiellement se remettre à en accumuler ici. Là, on peut commencer à en réaccumuler un petit peu en dessous de ça et ça. Et donc, on pourrait rapidement faire quelque chose comme ça, hop, et derrière, revenir récupérer toute la liquidité en dessous de ça. Ce qui pourrait derrière faire potentiellement une baisse de 7, 8, 10% très rapidement sur ETH minimum, puisque je vous rappelle que de toute manière, on avait déjà récupéré la liquidité concernant ETH, on avait fait un super range ici et là, on en avait déjà parlé ensemble, et qu'on avait eu une première cassure, une deuxième cassure, qui nous avait montré un mouvement haussier, qui nous avait permis de prendre 6-7% de gain en quelques heures, très rapidement. Pas d'autre chose à dire sur ETH. Et enfin, on va passer ensemble sur la crypto du jour qui est IMX. Juste avant ça, si tu aimes mon contenu, que ça te parle ce que je te raconte et que tu as envie d'en savoir plus et d'apprendre davantage sur les cryptos, n'hésite pas à t'abonner. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos qui pensent être abonnés. Donc juste vérifie, ça prend 2 secondes, ça ne te coûte rien. Et moi, ça m'apporte énormément de soutien. Donc n'hésite pas à regarder et à t'abonner, ça prend vraiment 1 seconde et à mettre un petit like. Alors on est parti sur IMX, la crypto qui m'a été pas mal demandée et le secteur qui m'a été beaucoup demandé. Alors, je pense qu'il y a 2 choses vraiment à vérifier. La première, c'est le secteur d'activité qui est le gaming. Je pense que pour ça, c'est très simple. Vous avez juste à aller sur CoinMarketCap. Vous allez dans les catégories et ensuite vous cherchez gaming. Donc on cherche le gaming. Tac, gaming guild, ici gaming. Hop, ok, parfait. Une fois que vous êtes dedans, vous avez toutes les cryptos qui sont référencées gaming. Donc là, on est vraiment sur des toutes petites, 88 millions, etc. Mais si on regarde les premières, il y a quand même IMX qui est à 1,3 milliard de capitalisation, Send de Sandbox 800 millions, AXS 800 millions, RNDR 800 millions, Mana 800 millions, Gala 500 millions, App 500 millions. Alors bien sûr que dans toutes ces cryptos, c'est pas que fondamentalement du gaming. Il y a en gros, c'est des appellations. En gros, ils leur mettent des hashtags gaming. Souvent, il y a gaming,
Metaverse, parfois il y a un peu d'NFT, etc. Mais globalement, voilà dans quoi est-ce qu'on les retrouve. Ce qui est sûr, c'est que le IMX est premier largement, puisque 1,3 milliard et le deuxième 800 millions. Donc on va regarder IMX, la prochaine fois je pourrai faire les autres si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. IMX, on se retrouve avec, donc on va regarder, une crypto qui est quand même 44e, donc qui est vraiment très bien placée. Et on regarde depuis toujours, donc on avait eu démarrage 2021, explosion à la hausse, et ensuite grosse chute qui n'a pas arrêté. Et la capitalisation, alors là c'est un point que je vais encore une fois parler, c'est un point qui est extrêmement important pour moi, et je pense pour les investisseurs qui regardent cette vidéo, si vous ne voulez pas faire de conneries, il faut que vous deveniez expert de la corrélation entre le prix et le market cap d'un actif. C'est extrêmement important. Globalement ici, on va dans tout. On regarde tout le graphe. On regarde le prix. Comment se comporte le prix? On voit que le prix, depuis 2021, il fait que baisser. On a des petits pumps, puis ça redescend. Petit pump, puis ça redescend. Petit pump, puis ça redescend. Et puis là, on essaie de poser un double bottom. Ok, super. Maintenant, on va regarder la différence entre l'évolution du prix qu'on vient de voir et l'évolution du market cap. Est-ce que le market cap fait la même chose que le prix? Eh bien, on regarde et on voit que ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que le cours a baissé globalement jusque 2022, fin 2022, décembre 2022. Ici, on voit que jusque novembre 2022, ça a baissé aussi, pareil. Mais que là, on a une grande différence. À partir de novembre 2022, on s'est mis à vendre beaucoup de tokens, à mettre beaucoup de tokens en circulation. Et du coup, ce qui a fait que on a mis beaucoup de tokens en circulation, donc le prix unitaire du token, lui, il a baissé. Puisque je vous rappelle que si vous avez un magasin de chaussures et que vous vendez dans votre magasin une paire de chaussures à 100 euros et que vous vendez 10 paires de chaussures et que vous avez en moyenne 10 clients, vos paires de chaussures à 100 euros, vous allez pouvoir les vendre. Par contre, si demain, vous mettez dans votre magasin 800 paires de chaussures mais que vous avez toujours 10 clients, les 800 paires de chaussures, vous allez avoir du mal à les vendre. Donc vous n'allez pas pouvoir les laisser à 100 euros unité. Si vous voulez vendre vos paires de chaussures, vos 800 paires de chaussures, et que vous avez toujours que 10 clients, il va falloir baisser drastiquement le coût, le prix de vente de vos paires de chaussures. Il va peut-être falloir les vendre 10 euros unité ou 1 euro unité pour que chaque personne en achète plusieurs. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on était en novembre 2022, on avait peut-être, je sais pas, là on a 1,25 milliard de IMX en vente, actuellement. Mais peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait vérifier sur les graphes, on avait peut-être que 600 millions ou 500 millions de tokens en vente. Et du coup si on avait si on avait 500 millions de tokens en vente, et qu'en face, imaginons qu'on ait des personnes qui achètent pour 500 millions de tokens, et le prix et le market cap évoluent de la même manière. Par contre, si du jour au lendemain, on passe de 500 millions de tokens en vente à 1,2 milliard, donc on met beaucoup plus de tokens en vente, mais qu'on a toujours le même nombre de personnes qui veulent en acheter, on a un problème. On a un problème parce que ça veut dire que les gens ne sont pas plus intéressés à en acheter. Par contre, on en met plus en vente. Donc, le prix unitaire baisse, ce qui fait que le prix se casse complètement la gueule, qu'on voit ici. Le prix se casse complètement la gueule et ne remonte pas ou ne remonte que très peu. Si on est passé de 40 centimes à 1 dollar, alors que la capitalisation, elle est passée de 100 millions, 137, on va dire 150 millions, à 1,5 milliard. C'est-à-dire que la capitalisation a fait x10. On a investi 10 fois plus d'argent, et en investissant 10 fois plus d'argent, le prix est monté de x2, simplement. Alors qu'il aurait dû faire x10. Le prix aurait dû faire x10, il aurait dû passer de globalement... on avait dit que c'était à peu près ici, je crois qu'on avait regardé à peu près là. Donc il aurait dû passer à peu près de 40, je pense à peu près 40 centimes, 50 centimes à 1 euro. Ouais, ça devait être à peu près par là. 30-40 centimes à 1 euro, enfin à 1 dollar. Et globalement, il aurait dû passer de 30 centimes à 3-4 dollars. Donc on voit qu'il y a un très gros problème. Maintenant qu'on a dit ça, on regarde le graphe, c'est sûr que là on voit le graphe, c'est intéressant. On a quand même un double bottom potentiel. On voit qu'on a globalement du coup, alors on va tracer des rectangles pour que ce soit plus visible pour vous. On a globalement une borne basse juste là. Tac, tac. On va mettre ça comme ça. On a une borne basse ici. Ok, super. Et on a une borne haute. Une borne haute globalement qui est là.
Tac. Tac. Alors, du coup... Ok, on va mettre ça ici. On va mettre ça... Mince, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Hop. Hop. Ok. Du coup, on a borne basse, borne haute. Tac, comme ceci. Tac. Tac. On peut se mettre jusqu'en haut. Ok, super. Du coup... Bon, maintenant qu'on a borne basse, borne haute, c'est très bien. Mais en gros, tant qu'on ne casse pas les 1,58$, bah, on est toujours dans un range. On est dans ce range-là, globalement, et on attend. La problématique qu'on a du coup, c'est que IMX a déjà 1,4 milliard de dollars d'investis. On le voit ici, 1,3 milliard de dollars d'investis. Et donc, si demain, vous voulez que le crypto déjà fasse x10, il faut que ça passe de 1,3 milliard à 13 milliards de market cap, de base. Et en plus de ça, on voit qu'on a actuellement que 63% des tokens qui sont en circulation. Et donc ça veut dire que s'ils continuent d'en mettre encore plus en vente, si vous avez encore des nouvelles paires de chaussures qui arrivent dans votre magasin, encore et encore et encore, on voit qu'il y a encore 40% qui sont en stock derrière. Et si on met en plus de ça les 40% restés en stock dans le magasin, le prix du token va encore baisser. Et donc si il y a quand même un peu plus de gens qui s'y intéressent, le prix va monter, mais il va monter beaucoup plus lentement que ce qu'il aurait dû monter. Et donc c'est pour ces raisons que je pense vraiment que IMX n'est pas du tout intéressant comme investissement long terme, en tout cas par rapport à d'autres cryptos. Malgré ça, effectivement, on a de la liquidité à venir récupérer au-dessus de ce point, c'est super. Mais par contre, on est toujours sur un actif qui n'est pas terrible, où on a encore de la distribution à faire. Et je pense que pour l'instant, d'ailleurs, le secteur gaming n'est pas extrêmement intéressant. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. N'hésite pas à me dire en commentaire, d'ailleurs, si ça t'intéresse, tu me mets un petit pouce ou tu mets ce que tu veux, en fait, juste pour me montrer que ça t'intéresse, que je te parle du gaming et de d'autres secteurs qui sont beaucoup plus intéressants et que j'ai en stock pour mes élèves et pour les personnes qui me le demanderont. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas encore une fois à t'abonner, mettre un gros pouce bleu et me le dire en commentaire. Si tu souhaites aller beaucoup plus loin dans tes compétences et dans tes connaissances crypto, n'hésite pas à prendre rendez-vous. Le lien est dans la description. C'est un rendez-vous qui est offert entre toi et moi, en individuel, en visio. Et je te souhaite une belle journée et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!